J'ai toujours aimé tout ce qui gravite autour de la science-fiction, que ce soit les voyages interstellaires, les magnifiques villes où la vie semble plus simple, le confort plus accessible à tout le monde, des petits robots qui nous aident dans le travail, qui nous facilitent la vie, qui sont capables d'interagir comme nous, êtres humains. Je trouvais ça bien le fun. Vous connaissez probablement Data, l'androïde de la série culte Star Trek, l'androïde qui comprenait tout, sauf l'humour. Je trouvais ça bien cute. Alors, juste comme ça, j'aimerais savoir, à main levée, combien de personnes pensent que dans un futur proche, il y aura réellement des robots qui seront capables de comprendre le langage humain et d'interagir comme des humains. Wow, pas pire, c'est bon ça. Mais il y a quand même des sceptiques. J'aimerais ça vous montrer une petite vidéo qui peut-être va vous faire changer d'avis. Et je parle des sceptiques. Okay. This is Furhat, a promising stab at trying to make mechanical creatures and computer interfaces appear and act more like humans. Hi, my name's Ashley. Hello, Ashley. Nice to meet you. I am a socially intelligent robot. It's nice to meet you as well. Nice shirt. Thank you. Bon, comme vous le voyez, il y a quand même une amélioration. Il y a un peu d'humour quand même. Ce que vous voyez en fait, ce n'est pas un prototype dans un laboratoire, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas juste une petite poupée qui bouge. C'est réellement un vrai robot, c'est une vraie compagnie qui essaye de vendre ça. Et c'est ce que vous allez retrouver dans pas très longtemps dans des kiosques d'information, à l'aéroport, dans des centres d'achat. Donc on n'est vraiment pas loin du tout d'avoir ce type de technologie. Alors il y a plus de 15 ans maintenant, j'avais commencé un doctorat dans ce qu'on appelle le traitement automatique du langage naturel, dans l'objectif de comprendre les conversations humaines de manière automatique. Donc on parle, on jase, mais comment est-ce qu'on peut permettre à la machine de comprendre ce qu'on dit? Puis une fois qu'on l'a compris, qu'est-ce que la machine peut faire en retour? Puis ce que j'avais fait, j'avais donc fait mon doctorat là-dessus, puis c'est sûr que mes parents capotaient, ils disaient, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Peux-tu trouver une job avec ça? J'ai quand même réussi à travailler quelques années dans la recherche, dans différentes universités, puis quelques années plus tard, j'ai travaillé au CRIM. N'inquiétez-vous pas, c'est le Centre de recherche informatique de Montréal. Je n'étais pas encore rendue délinquante. Puis mes parents étaient super contents, j'avais une job, j'avais un salaire, phew, là, tout était beau. Et en travaillant au CRIM, j'avais eu l'occasion vraiment de rencontrer plusieurs entreprises, de voir en fait ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle pour répondre à des besoins réels de la vie. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, je pense que j'ai vraiment tout pour essayer moi aussi de confronter tout ce que j'ai appris et résoudre des problèmes réels. Et c'est comme ça que j'ai parti ma compagnie avec mon associé Charles Olivier. Et tous les deux, passionnés d'intelligence artificielle, on a commencé à travailler, à essayer de résoudre des problèmes, dont celui qu'aujourd'hui on fait dans la compagnie, qui permet en fait de fournir une solution pour les entreprises, pour à quelque part les aider à rendre leurs clients plus heureux. Donc, si on était capable aujourd'hui de comprendre tout ce que disaient les clients via leurs textos, via leurs courriels, sur Facebook, sur Twitter, et qu'on était capable de synthétiser tout ça et dire finalement à la compagnie, regarde, c'est parce que tes clients ne sont pas contents de ce produit sur tel aspect, il y a des choses à améliorer. Vous imaginez à quel point nous, en tant que consommateurs, on serait heureux? C'est ça qu'on essaye de résoudre avec notre produit. Alors, c'est sûr que ce que j'ai fait, comme tout bon entrepreneur, j'ai commencé à lire des tonnes et des tonnes de livres sur comment créer une entreprise. Les parties difficiles, les pièges à éviter, toutes sortes de choses. Mais avec le recul, quelques années maintenant, je me suis rendu compte qu'en réalité, quand on vend un produit qui contient de l'intelligence artificielle, il y a comme un degré de complexité additionnel qui fait que l'entreprise devient un tout petit peu plus périlleuse, plus complexe. Il y a d'autres pièges typiques à l'intelligence artificielle qu'il faut essayer d'éviter. Et c'est un peu de ça que j'ai envie de vous parler. Donc, quand on passe à la commercialisation de ce type de technologie, qu'est-ce qu'on veut éviter? Mais commençons par le début, par le commencement. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est le processus, c'est la capacité de reproduire
le raisonnement humain, ce processus cognitif qui est inclus dans nos décisions, dans nos prédictions. Donc finalement, nous, comment qu'on réfléchit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait appel à des connaissances. Et c'est ça un peu la complexité qu'on va retrouver avec l'intelligence artificielle. Nous, en tant qu'êtres humains, on a plein de connaissances. On utilise plein de connaissances qu'on a acquéries de notre vécu, de nos études, mais ça se fait dans le temps. Donc, comment est-ce qu'on peut permettre à la machine de faire ça rapidement et avoir toute la connaissance en fait nécessaire à la prise de la décision? C'est ça qui fait que c'est difficile, c'est ça qui rend cette technologie quand même relativement plus complexe que la technologie standard, je dirais, en technologie de l'information. Alors, pour répondre à cette complexité, il y a une solution, puis cette solution, c'est l'apprentissage automatique. Donc, c'est quoi l'apprentissage automatique? En réalité, c'est un algorithme qui a la capacité d'apprendre un schéma général, un schéma global, à partir de beaucoup de données qui décrivent ce schéma-là, mais de manière individuelle. Donc, si on prend par exemple la reconnaissance faciale, donc maintenant il y a plein de systèmes qui sont capables de reconnaître une personne, de manière générale, par rapport à un animal, un chien ou un chat. Comment ça se fait ça? En réalité, on va donner à l'algorithme des milliers, voire des millions d'images de personnes. Puis cet algorithme, il va apprendre à reconnaître des traits globaux qui sont distinctifs par rapport à l'animal. Et c'est vraiment ça qui fait que l'algorithme va apprendre à reconnaître le visage d'un être humain. Mais évidemment, quand on parle de beaucoup de données, on va se dire, OK, mais on va aller les chercher où, ces données? On est chanceux, depuis une décennie à peu près, vous entendez beaucoup parler du terme Big Data. Donc, c'est quoi? C'est des millions de données sur tout et n'importe quoi. Puis, grâce à l'avènement ou la facilité d'accès à la capacité de stockage et de calcul, maintenant, c'est accessible à peu près à n'importe qui. N'importe quelle compagnie peut avoir accès à ces capacités de calcul et la capacité de stocker beaucoup de données. Et vous connaissez les compagnies comme Amazon, Google, Microsoft, tous ces gens, toutes ces compagnies-là, aujourd'hui, ils offrent ce type d'infrastructure à des coûts tout simplement dérisoires. Et ça a aidé, vraiment, ça a donné un super coup de pouce à la recherche en intelligence artificielle parce que subitement, les gens pouvaient ramasser des données, pouvaient améliorer les algorithmes et donc passer plus rapidement, avoir une meilleure maturité et passer à la commercialisation. Et donc, c'est de ça que je veux un peu élaborer là-dessus. Donc, au-delà de la complexité, je dirais, scientifique de l'intelligence artificielle, quand on passe au niveau de commercialisation, il y a une nouvelle complexité, une autre couche qui s'additionne à ça. Puis, il y a à peu près 3 éléments dont j'aimerais vous parler. Puis, le premier, c'est clairement d'éviter d'avoir un trip technologique. Autrement dit, en tant que scientifique, on peut très rapidement partir sur un projet ambitieux qui résout un problème universel et on peut y passer sa vie, puis ça aboutira nulle part et ce ne sera jamais commercialisé. Donc, une première chose, c'est vraiment de focusser sur un problème bien particulier. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui touche au raisonnement humain, aux connaissances, si on a besoin de beaucoup de connaissances, c'est difficile. Prenons le cas d'un système qui fait de la dictée automatique. Si on était pour développer ce système dans le domaine médical, il faudrait juste apprendre le vocabulaire médical. Mais si on voulait vendre un système qui permettait de faire de la dictée pour monsieur tout le monde, ce serait le domaine médical, ce serait les finances, ce serait l'hôtellerie, ce serait une multitude de domaines qui fait que c'est vraiment difficile de mettre toute cette information-là dans le système. Et la solution à ça, c'est assez simple, c'est d'essayer de trouver une compagnie qui vivrait un problème en particulier, que l'intelligence pourrait résoudre et essayer de travailler ensemble. Donc, d'une part, ça va permettre d'avoir de l'information, et deuxièmement, ça va permettre un autre élément très important, c'est de récupérer le feedback de nos futurs clients.
Encore une fois, éviter le trip technologique, c'est aussi savoir qu'est-ce qui aide nos clients puis qu'est-ce qui ne les aide pas. Et ça m'amène au deuxième point. Le deuxième élément, c'est de pouvoir expliquer ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Pourquoi moi, en tant que personne ou client qui va acheter une technologie, je vais aller chercher, je vais vouloir acheter votre technologie parce qu'il y a de l'intelligence artificielle? En réalité, très souvent, ce qu'on va retrouver dans le marché, c'est de la technologie qui résout un problème. Et quand nous, on arrive avec une nouvelle technologie qui inclut l'intelligence artificielle, il y en avait déjà des solutions. Pourquoi la mienne serait meilleure? Donc, il y a toute une notion de sensibilisation. Pourquoi celle-ci en particulier, qui contient l'intelligence artificielle, va être meilleure? Et pour ça, encore une fois, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs stratégies. Un, c'est de pouvoir démontrer l'apport de ce type de technologie. Le deuxième élément, c'est de permettre un peu de montrer d'autres cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et comment que ça améliore réellement les choses. Aujourd'hui, on va avoir des systèmes qui sont dans le domaine médical, qui sont dans le commerce. Il y a plusieurs, vous regardez Amazon, en arrière, il y a aussi des algorithmes d'intelligence qui vous aiguillent sur d'autres produits que vous allez aimer parce que vous avez acheté un produit particulier. Donc, c'est un peu faire ce parallèle et bâtir sur ce succès-là. Le troisième élément, et qui n'est pas le moindre, je dirais, c'est celui de la promesse qu'on fait à nos clients quand on leur vend ce type de technologie. Nous, en tant qu'êtres humains, on est très souvent, on fonctionne très souvent en binaire. Okay? Est-ce que ça marche? Ça marche ou ça ne marche pas? C'est l'un des deux. Ça marche à peu près. Ce n'est pas le bon message qu'on veut dire à notre client, mais pourtant, c'est la réalité. N'oublions pas, on est en train de reproduire un raisonnement humain. Puis même nous, en tant qu'être humain, on se trompe. On entend les mêmes faits, mais chacun va réagir ou va répondre une réponse différente de l'autre, et on peut se tromper. Donc, c'est normal que, aussi en tant que produit, il y ait une certaine marge d'erreur, il y ait un certain niveau d'erreur. Et donc, à ce moment-là, il s'agit surtout de gérer l'attente du client. Donc, comment est-ce qu'on peut lui expliquer qu'il peut y avoir de l'erreur, puis pour le rassurer, aussi lui montrer qu'on a la capacité, la possibilité de lui permettre de corriger le système. Donc, il y a vraiment, c'est tout un paradigme qui va changer et qu'il faut vraiment prendre le temps et faire les choses pour qu'ils comprennent et les mettre en confiance à quelque part. Donc, ce sont vraiment ce type de défis, je vous dirais, qui sont des choses qui s'additionnent déjà à la complexité qu'on va avoir quand on crée une nouvelle entreprise. Alors, est-ce que ça veut dire que le taux de succès est moins bon pour les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle que d'autres entreprises? Clairement non. Je vous dirais même, depuis 2011, il y a encore beaucoup plus de compagnies qui font de l'intelligence artificielle, en fait, qui vendent des produits avec une forte composante qui utilise l'intelligence artificielle. Et avec ça, ça va tellement bien pour ce type de technologie que aussi les investisseurs ont commencé à investir beaucoup plus dans ce type de technologie. Donc, c'est bon, ça se passe bien. Je pense que la révolution de l'intelligence artificielle a commencé, puis elle est là pour rester. C'est sûr qu'aussi, ça amène d'autres défis que je mettrais plus comme des défis socio-économiques. Juste pour vous donner une idée, depuis 2015, il y a une initiative qui est conduite par plusieurs pays, les États-Unis, le Canada, puis d'autres pays en Europe, pour justement réfléchir sur l'impact. Quel est l'impact de cette révolution de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a réellement des robots qui vont nous prendre notre place, nous, en tant qu'êtres humains, au niveau du travail? Est-ce que la notion sociale d'interagir entre les personnes va être différente? Est-ce que demain, on aura des amis qui seraient des robots? Donc, c'est toutes sortes de débats vraiment qui... Les gens vraiment se mettent du temps à réfléchir là-dessus, puis je peux vous dire que c'est assez sérieux pour conduire cette initiative sur une durée d'un siècle. Donc, ça a commencé en 2015, ça va finir en 2115. C'est quand même assez majeur. Et je peux vous dire aussi que je n'ai pas nécessairement la réponse à cette question-là. Quel sera l'impact? Est-ce que ça veut dire que demain matin,
on va avoir la moitié de la population au chômage, qu'il n'y aura plus de travail pour les gens. Je ne pense pas personnellement, mais je pense que la réponse va surtout venir au fur et à mesure du futur. Puis c'est nous, en tant qu'êtres humains, puis comment qu'on s'ajuste, qui allons permettre de construire cette réponse-là. Ça fait que je vous laisse avec cette question-là, et puis on aura le temps tout à l'heure de jaser de ça. Merci beaucoup.